Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 28 août. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler aujourd'hui d'une révélation choc de Mark Zuckerberg concernant la censure d'État américain sur Facebook. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité en France. Nous vous en parlions hier, Pavel Durov, le fondateur franco-russe de la messagerie Telegram, a été arrêté et placé en garde à vue samedi dernier, à son arrivée en France. La justice française a retenu pas moins de 12 charges contre lui, dont l'association de malfaiteurs, le blanchiment en bande organisée et la complicité dans divers délits liés à l'absence de régulation sur sa plateforme. De son côté, Telegram rejette ces accusations qu'elle qualifie d'absurdes, assurant respecter les lois européennes. Certains suggèrent l'existence de liens avec la Russie et cherchent à justifier la détention de Durov sur la base d'alliances politiques, en dénonçant ceux qui s'expriment sur les questions évidentes de liberté d'expression. Mais en fait, Durov est depuis longtemps considéré comme un ennemi de Poutine et entretient une relation profondément antagoniste avec le Kremlin. Aussi, bien qu'il possède la nationalité française, l'arrestation de M. Durov a suscité des critiques de la part de leaders de la technologie et de personnalités publiques comme Elon Musk, qui y voient une atteinte à la liberté d'expression. Le président Emmanuel Macron, lui, insiste sur le fait que l'arrestation n'est pas motivée par des considérations politiques. Cependant, une révélation du Canard enchaîné vient jeter le doute, car, selon le journal, Pavel Durov serait venu en France justement pour dîner avec Emmanuel Macron. Du coup, sur les réseaux sociaux, certains se posent la question d'un piège tendu de la part du président. Et en parlant du chef de l'État, après avoir rejeté un gouvernement mené par le nouveau Front populaire, Emmanuel Macron s'entretient avec des politiques. Macron avait rejeté le NFP au nom de la stabilité institutionnelle, arguant que l'Assemblée se retrouverait bloquée dans cette configuration. En conséquence, la gauche se montre indignée et refuse de participer aux nouvelles consultations. Pour le moment, aucune solution concrète n'a été trouvée. L'hypothèse la plus probable étant de trouver un équilibre à partir des forces de centre droit et de centre gauche, en tentant de convaincre différentes personnalités politiques. Si vraiment aucun accord n'était trouvé, la dernière solution serait de former un gouvernement technique et apartisan, entre guillemets. Cependant, un gouvernement technique pourrait se retrouver à appliquer sans cesse des 49.3 et à provoquer une crise politique peut-être encore pire que ce qui se passe actuellement. Le monde politique français est donc plongé dans l'incertitude et on attend que des décisions soient prises pour y voir plus clair. Et du côté des sphères militantes, une confrontation qui a marqué ce mois d'août est celle des opposants de l'autoroute A69 face aux forces de l'ordre. De violents affrontements et des dégradations se sont récemment produits et la préfecture du Tarn interdit en conséquence toute manifestation contre le chantier de l'autoroute. Malgré cela, les manifestants prévoient de nouvelles actions pour empêcher la reprise des coupes d'arbres sur le tracé de l'A69. Ils justifient ces actions par l'urgence de la situation, affirmant qu'ils n'ont pas d'autre choix. Voulant faire pression sur le chantier, ils avaient déjà déposé plusieurs recours cet été, sans obtenir gain de cause. De son côté, le concessionnaire reste confiant quant à l'avancement des travaux et prévoit de respecter le calendrier de livraison de l'ouvrage pour fin 2025, malgré ces perturbations. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Gabriel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet lié à la libre circulation de l'information. Vous le savez, aujourd'hui, la presse en ligne et les réseaux sociaux constituent des canaux d'influence majeurs à travers lesquels la population se forge une opinion et fait ses propres choix en conséquence. Alors, naturellement, quand arrivent les périodes d'élections présidentielles, l'influence que les acteurs politiques peuvent exercer sur ces réseaux est très importante. Mais vous connaissez le fair-play, la profonde sincérité et l'ambiance bon enfant qui se dégage des campagnes politiques, surtout pour déterminer le futur président des États-Unis. Bon, blague à part, vous vous en doutez, les enjeux sont énormes et l'utilisation abusive de l'influence peut clairement tromper le public. En ce sens, une affaire de censure sur les réseaux pendant les dernières élections américaines est en train de faire du bruit. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a reconnu que de hauts responsables de l'administration Biden ont exercé une pression sur la plateforme pour censurer des contenus sensibles. Reportage. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a publiquement critiqué l'administration Biden et dit regretter d'avoir travaillé avec elle pour censurer le contenu de ses plateformes.
Dans une lettre datée du 26 août, Mark Zuckerberg a fait d'importantes déclarations. Il a révélé qu'en 2021, l'administration Biden avait exercé des pressions répétées sur Meta pour qu'il censure du contenu lié au Covid-19 sur Facebook. Des hauts fonctionnaires de l'administration Biden ont fait pression à plusieurs reprises sur nos équipes pendant des mois pour qu'elles censurent certains contenus liés au Covid-19. Zuckerberg a déclaré qu'il regrettait de ne pas avoir réagi clairement face à ces pressions. Il a admis avoir fait des choix hasardeux de modération de contenu. Je suis convaincu que nous ne devons pas compromettre nos normes de contenu sous la pression d'une administration, quelle qu'elle soit, et nous sommes prêts à réagir si quelque chose de ce genre se reproduit. Dans la lettre adressée au président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, Jim Jordan, le milliardaire affirme que le FBI a fait pression sur Meta pour qu'il supprime des publications liées à l'ordinateur portable de Hunter Biden, suggérant qu'il s'agissait d'une désinformation russe. En conséquence, Meta a rétrogradé l'article exposant les allégations de corruption de la famille Biden sur toutes ses plateformes avant les élections de 2020. Zuckerberg affirme aujourd'hui que l'article n'était pas de la désinformation et qu'il n'aurait pas dû être rétrogradé. Cet automne-là, lorsque nous avons vu un article du New York Post faisant état d'allégations de corruption impliquant la famille de Joe Biden, alors candidat démocrate à l'élection présidentielle, nous avons envoyé l'article à des vérificateurs de faits pour examen et l'avons temporairement rétrogradé dans l'attente d'une réponse. Depuis, il a été établi que le reportage n'était pas de la désinformation russe, et, rétrospectivement, nous n'aurions pas dû rétrograder l'article. Suite à cela, Mark Zuckerberg s'est engagé à ne plus rétrograder les articles, c'est-à-dire à ne plus les censurer dans l'attente d'une vérification des faits. À noter que lors d'une précédente affaire de censure, la Cour suprême a statué en faveur de l'administration Biden. Elle a indiqué que les plaignants n'ont pas pu prouver un lien direct entre une pression gouvernementale et les actions de la plateforme. Mais le fait que l'État intervienne sur ce qui peut ou non être révélé par les journalistes inquiète beaucoup de gens qui savent ce que c'est que d'être ciblé par un État tout-puissant, un État qui n'hésite pas à détruire votre vie s'il vous considère comme gênant. Bien sûr, le maintien de la stabilité, la sécurité et la protection des intérêts de l'État sont très importants. Mais d'un autre côté, ils peuvent aussi être évoqués pour justifier une sorte de totalitarisme. Bref, ce genre de pression sur les canaux d'information populaire inquiète. Beaucoup espèrent d'un État qui assure leur sécurité, empêche le chaos, mais en même temps leur laisse leur liberté. Alors, où se situe la limite entre liberté et totalitarisme? Pour vous, dites-le nous dans les commentaires. Gabriel, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Si vous aimez nos émissions, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner et à liker la vidéo. Cela pourra amener plus de personnes à découvrir nos émissions. Merci à vous. Et il n'y a pas qu'en politique que l'on présente des informations parfois biaisées. Un article scientifique affirmant que l'hydroxychloroquine a causé 17 000 décès a été rétracté après 8 mois de débats et d'examens rigoureux. Selon bonsens.org, qui a travaillé pour prouver l'absence de valeur scientifique de l'étude, cette rétractation est une victoire pour la science. L'article a été retiré par l'éditeur de la revue Biomédecine et Pharmacothérapie après un processus du comité d'éthique des publications, en raison de problèmes majeurs de fiabilité des données et d'hypothèses incorrectes sur le traitement des patients. Cette décision met en lumière les efforts de scientifiques comme Vincent Pavant et Emmanuel Darle, qui ont contribué à cette victoire contre la désinformation. Bonsens.org espère de son côté que des conséquences pénales suivront. Et en science toujours, aux États-Unis, un comité bipartite de la Chambre des représentants a révélé que des entreprises pharmaceutiques américaines ont mené des essais cliniques en collaboration avec l'armée chinoise pendant plus de 10 ans. Cette découverte a été communiquée dans une lettre adressée au commissaire de la FDA, Robert Califf, par les leaders républicains et démocrates du comité. Il s'inquiète du risque de transfert de propriété intellectuelle critique à l'armée chinoise et de l'éthique des essais menés en région autonome du Xinjiang, où la Chine est accusée de génocide contre les Ouïghours en particulier. Les législateurs ont donc demandé à la FDA des informations sur ces essais et les mesures prises pour évaluer les risques, fixant un délai de réponse au 1er octobre. Et avant de terminer ce journal sur une note artistique, revenons un instant en politique. En Allemagne, les jeunes de moins de 18 ans en Saxe et en Thuringe ont voté massivement pour l'AfD,
un parti de droite lors d'élections simulées. Et à quelques jours des vraies élections régionales où l'AfD est donné favori. En Thuringe, l'AfD a obtenu plus de 37% des voix, loin devant les autres partis. Les Verts se sont effondrés, perdant 18 points. En Saxe, l'AfD a récolté près de 35%. Ces résultats, bien qu'ils ne soient pas contraignants, montrent une tendance vers la droite chez les jeunes, ce qui pourrait influencer les futures élections. Malgré cela, la CDU cherchera probablement à former des coalitions excluant l'AfD, qu'ils considèrent comme trop à droite. Ces votes des jeunes, bien que non contraignants, donnent en tout cas le ton pour l'avenir politique de ces régions. Et on conclut cette édition avec un célèbre peintre portugais de la Renaissance, Álvaro Pires. Álvaro Pires est le premier peintre portugais connu à avoir travaillé en Toscane, en Italie, au début du XVe siècle. Cette information vient de la découverte de sa signature sur le retable d'une église à Pise. Le célèbre peintre Giorgio Vasari l'a mentionné en le surnommant Álvaro Piero du Portugal. Son œuvre, considérée comme une référence de la première Renaissance, a récemment été exposée à Lisbonne. Fidèle au genre de l'époque, ses œuvres sont enracinées dans le christianisme. Elles présentent des images à la fois puissantes et humbles, représentant des saints ou des scènes de la Bible. Álvaro Pires est l'un des porteurs de l'héritage chrétien dans l'art européen. La civilisation chrétienne se reflète en lui et témoigne aujourd'hui encore de l'histoire du monde. Et ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, à demain.